Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois un converti, non pas spirituel mais professionnel. Et il était chef d'entreprise à succès. Si je vous dis qu'il travaillait dans les yaourts et les biscuits, ça vous dit déjà quelque chose. Deuxième indice, Michel et Augustin. Ah, là, vous chauffez. Eh bien, il s'agit d'Augustin que nous recevons, Augustin Paluel-Marmont. Bonjour. Précisément, je disais chef d'entreprise un peu en conversion, reconversion, puisque vous êtes en jachère en ce moment, c'est un mot qui revient souvent dans les interviews que vous faites. En 2018, vous avez vendu Michel et Augustin, c'est bien ça, à Danone. Voilà, c'est plus compliqué que ça, mais oui, c'était dans ces années-là. Et depuis, vous êtes en réflexion, conversion, ça tombe bien, nous sommes sur KTO, donc on va réfléchir avec vous sur cette jachère. Parfait. Alors, jachère productive ? Jachère, j'aime bien. Je cherchais un terme pour définir la période que j'allais ouvrir, parce qu'effectivement, après une grosse séquence d'entrepreneuriat qui m'a pris globalement 2004-2019, qui a été une aventure d'une intensité vraiment exceptionnelle. Moi, j'ai adoré intensité émotionnelle, intellectuelle, physique. Donc on a vraiment vécu des choses incroyables. C'était laborieux, ça a été compliqué aussi. C'était pas tous les jours rose. Et quand on a décidé de céder, de passer la main, de transmettre l'entreprise, c'était dès que je me souviens très bien, c'est le jour où je suis arrivé à New York pour m'y installer en famille. C'était donc été 2015. Voilà, le temps de mettre les choses en ordre. Ça a été 2016. Puis après, il y a toujours une période d'accompagnement. Donc voilà, moi, j'ai été totalement libre de mes engagements en 2019. Et ce n'est pas tant que cette aventure entrepreneuriale, parce que moi, j'avais deux autres aventures en parallèle. La principale, qui était quand même une aventure de vie. Je suis marié. Pendant ces 15 ans, j'ai eu 5 enfants. Donc ça demande aussi, même si avec le recul, j'aurais aimé être plus présent. Voilà, ma Victoire m'a dit l'autre jour qu'elle rigolait un peu, mais pas tant que ça, que je les avais un peu abandonnés pendant ces 15 ans. Donc j'avais cette aventure-là. Et après, j'avais aussi une entreprise familiale dans laquelle j'étais pas opérateur, mais administrateur, qui m'a demandé aussi beaucoup d'énergie. Et donc après, ces trois gros chantiers qui sont pas sur le même plan, hein, j'ai voulu vraiment passer à autre chose et sortir de mes zones de confort, de repartir de zéro. Je ne vais pas me plaindre, mais ce n'est pas forcément des choix faciles de se retrouver tout seul chez soi. Et c'est cette période de jachère que j'ai voulu d'abord beaucoup homme, père au foyer. Donc j'ai vraiment été très présent à la maison ces 3 dernières années. Et j'ai aussi voulu ajouter une corde à mon arc. J'avais passé un CAP boulanger quand j'avais 20-22 ans pour apprendre un métier manuel. Ce que j'aime bien, c'est le savoir-faire gestuel. Et là, je voulais apprendre un nouveau métier. Donc, je me suis renseigné sur le métier de médiateur. Donc, c'est un diplôme d'État de médiateur familial. Et j'ai commencé une formation donc à l'été 2020. Et vous êtes toujours en train de finaliser ce diplôme. Voilà, donc c'est 2 ans à l'Institut catholique de Paris. Voilà, à l'IFOMEN, qui est le centre de formation pour la médiation à la Catho de Paris. Et c'est 2 années d'études. Moi, j'ai pris un petit rap pour avoir le temps de finir l'écriture de mon mémoire. Et donc, c'est 2 ans d'une formation assez dense. On fait de la psycho, de la socio, de l'histoire, évidemment beaucoup de médiation, beaucoup de cas pratiques. On a aussi une belle année de stage que j'ai eu la chance de faire auprès de Blanche de Noyelles, où j'ai suivi une quinzaine de processus de médiation complets qui étaient plutôt de la séparation. Voilà, donc là, je termine dans quelques semaines cette séquence étudiante. Et pourquoi ce choix spécifique de médiation familiale, vous, l'entrepreneur? Non, mais j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais c'est celui-ci qui m'interpellait à ce moment-là. Et je trouve qu'on vit dans une société qui est quand même très conflictuelle, dans lequel le lien... Moi, j'aime bien cette phrase qui dit « Le monde dans lequel on vit dépend de la qualité de nos relations ». Et je trouve qu'on a beaucoup de tensions, beaucoup de colère, et que l'une des principes, hein, c'est d'apaiser un peu les liens qui nous unissent. Et moi, j'ai vu des choses incroyables, des personnes arrivées en
en médiation qui étaient en train de se séparer, qui n'étaient plus capables de se parler, qui étaient d'une animosité, d'une violence hallucinante. Et en ayant un peu le bon cadre de travail, la bonne méthode, on arrive à ce que ces personnes qui auraient pu partir en judiciaire pour 5-10 ans de manière très violente, avec une décision qui ne leur appartient plus, avec un timing qui ne leur appartient plus, avec de l'argent, une somme à investir dans le judiciaire qui ne leur appartient plus, avec un peu de méthode, on arrive à ce que 2 personnes en conflit violent soient capables de s'écouter de nouveau, de prendre un peu en compte le point de vue de l'autre et en fait d'avancer. Voilà, un médiateur, c'est pas très connu, un médiateur, c'est pas un conciliateur, c'est pas un coach, c'est pas un thérapeute, c'est vraiment une posture de quelqu'un qui est totalement indépendant, impartial, neutre, qui n'a pas de pouvoir, mais qui a de l'autorité sur le cadre de travail, donc on donne jamais d'avis, on est simplement là pour que 2 personnes qui sont plus capables de s'écouter, de s'entendre, de se parler, de nouveau se mettre en avant, s'écoutent un peu, puis d'arriver par eux-mêmes au meilleur compromis possible et de trouver une solution concrète au conflit qui les préoccupe. Est-ce que ce choix de formation et de métier résonne un peu avec votre propre histoire ou ça n'a rien à voir? Non, mais bien sûr, c'est évidemment c'est l'un des premiers sujets quand on arrive à la fac. Le premier cours, c'est que venez-vous faire dans un conflit qui n'est pas le vôtre? Et ils font évidemment très attention à ce que ce ne soit pas une thérapie profonde personnelle. Et évidemment, moi, ça résonne, comme beaucoup de gens qui étaient à la fac avec moi. Mais après, c'est par rapport à nos propres histoires. Et après, tout le sujet, c'est la bonne mise à distance de son histoire personnelle par rapport à ça. Mais je trouve que, voilà, moi, j'ai eu des conflits dans ma famille, notamment autour de cette entreprise familiale. Et avec du recul, je pense qu'avec l'aide d'un médiateur, on aurait pu faire les choses pas forcément changer le résultat, mais en tout cas la façon dont on allait y arriver. Et moi, je crois qu'on est capable de se séparer de manière pacifique, intelligente, avec du respect, et que toute séparation n'est pas forcément une catastrophe. Et ça a aidé justement dans vos liens, dans votre histoire familiale? Alors, je fais attention parce que cette formation, c'est... L'entreprise familiale dont vous parlez, c'est la compagnie Le Bon. C'était avant, c'était la compagnie Le Bon. Palluel Marmont Capital, voilà, qui appartient exactement. à la Donc compagnie nous, Le Bon. on en est sorti complètement avec mes frères et sœurs. Immobilière et d'investissement. Voilà, en cédant ça à d'autres branches de la famille. C'est une très bonne décision qu'on a prise, qui était courageuse. Mais voilà, maintenant ça s'était fait avant, donc j'ai commencé ce cycle de formation après. Mais je trouve qu'en tout cas, moi, ça me permet de voir le monde de manière un peu différente. C'est un exercice, c'est comme un réflexe, hein, d'être toujours dans une forme d'écoute active très importante, de toujours essayer de comprendre quand quelqu'un vous dit quelque chose, pourquoi il vous le dit. Voilà, de se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Moi, j'aime bien l'expression chausser les lunettes de l'autre pour voir la façon dont il voit la vie avant d'être auto-centré. Donc voilà, c'est un peu un réflexe que moi j'essaye de mener dans ma vie quotidienne sans du tout me positionner comme un médiateur au quotidien, parce que ce n'est pas le job. On a une casquette d'être tel que nous sommes, puis après dans le métier, dans l'exercice du métier, là, effectivement, on prend une casquette de médiateur. Et c'est un métier que vous comptez exercer après avoir obtenu votre diplôme? Voilà, j'aimerais l'exercer de manière partielle. Mais oui, j'aimerais l'exercer parce que voilà, on a les pieds sur terre, on voit des conflits dont on n'a même pas l'imagination nécessaire pour montrer qu'ils existent. Moi, j'ai vu des choses absolument hallucinantes. Donc, c'est vraiment une vision sur le monde qui est différente. Puis, c'est un côté très gratifiant parce que de temps en temps, ça marche. Ça marche même souvent, même si on n'a pas le droit de dire que ça marche, qu'un médiateur n'a pas de projet pour les médias, mais de temps en temps, on voit des trucs extraordinaires se passer et d'apprendre aux gens à se séparer de manière respectueuse et apaisée. Est-ce que ça a apaisé la relation avec votre ancien associé ou elle a toujours été apaisée, cette relation? Je parle bien sûr de Michel et Augustin, Michel de Rovira. Avec lequel vous avez donc conclu une incroyable aventure et qui se termine, la page est tournée, vous en parliez. Revenons là-dessus. Est-ce que ça vous a
aidé de tourner la page aussi Oui, ben, la jachère m'a permis de tourner la page, c'est-à-dire que je suis passé vraiment à autre chose, et là, début de l'année prochaine, je vais ouvrir aussi une nouvelle séquence. Mais la relation qu'on a eue avec Michel, c'était un de mes meilleurs copains à l'époque. Oui, revenons un peu, vous aviez une vingtaine d'années. Ouais, on avait une vingtaine d'années, on sortait d'école de commerce, on avait été au collège et au lycée ensemble, donc c'était un ami très proche. Alors on a été quand même baignés dans les mêmes valeurs, on était à Saint-Louis-de-Gonzague, à Franklin, à Paris, donc avec cette devise qui moi m'a profondément marqué, qui était une femme et un homme au service et pour les autres, avec et pour les autres. Donc on est évidemment d'un terreau éducatif et de valeurs très, très proches, et c'était l'un de mes meilleurs copains, et c'est clair qu'en 15 ans, il y a eu des hauts et des bas, mais c'était globalement beaucoup de hauts et qu'on a toujours eu beaucoup de respect, d'admiration, en tout cas moi, l'un pour l'autre. Donc vous êtes lancés tous les deux avec... C'était votre idée au départ quand même, hein. Les biscuits et les yaourts. Plus pour des jeunes entrepreneurs, on aurait pu croire plutôt start-up, intelligence artificielle, etc. C'était une autre vie, on était dans les années 2000, hein, c'est une autre vie. Moi j'avais ce petit doc que j'ai sur mon téléphone qui s'appelle le chasseur de papillons, sur lequel je note en permanence toutes les ressentis, un peu les visions, tout ce que je vois. Donc papier-crayon, c'est ce que vous voulez dire. Moi j'avais à l'époque un papier et crayon, un petit bloc-notes. Maintenant c'est vraiment, j'ai un bloc-notes sur mon iPhone qui me dit en fait toutes les idées qui me passent par la tête. Moi j'aime bien cette idée de chasseur de papillons, c'est quelqu'un qui, quand on est curieux et qu'on observe le monde dans lequel on vit, en fait on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'idées de business, de choses à faire. En fait, moi j'ai cette sensibilité ou cette hypersensibilité-là, et il y en avait une qui était de dire on va essayer de réinventer la façon dont on s'alimente, on va remettre le goût. À l'époque, 99% des yaourts dans les années 2000 à la vanille n'avaient pas de vanille dedans, donc on marchait un peu sur la tête. Il fallait souvent des prix Nobel de chimie pour décrypter les étiquettes, donc c'était bien avant Yuka et compagnie qui a fait un travail formidable. Donc nous on a fait ce constat-là dans les années 2000, de dire il faut remettre du goût, de la naturalité, de la simplicité, et plutôt que d'inventer une énième marque qui allait parler de manière un peu institutionnelle, on s'est dit on va simplement narrer l'histoire que l'on vit en tant qu'entrepreneur, passionné de ce qu'on allait vivre, de la vie, on a plutôt la pêche et tout. Donc voilà comment ça a commencé, mais c'était dans ma petite cuisine de mon appartement rue Hermel. Donc on avait envie de partir à la conquête du monde, mais on s'est aussi laissé le temps, parce qu'on n'y connaissait rien. Moi, même si j'avais passé un CAP de boulanger, honnêtement, je ne savais rien faire. Donc, on s'est laissé le temps d'apprendre et de franchir toutes les étapes, de toujours faire avant de faire. Donc, on a fait les biscuits dans mon appart, puis après, on les a fait chez un boulanger, puis un troisième boulanger, puis après, dans une biscuiterie qu'on louait. Puis à ce moment-là, on a commencé à confier la sous-traitance à d'autres parce que les volumes devaient être trop importants. Et pour se concentrer sur là où on était bon, c'est-à-dire faire vivre cette aventure, inventer des nouveaux produits et les commercialiser et le faire savoir. Voilà, mais je reviens sur la relation avec Michel. Oui. Qui était votre question, c'est que une de mes petites satisfactions, c'est qu'après 15 ans d'une machine à laver entrepreneuriale, on se textote, je pense, une fois par jour. Donc évidemment, la nature du lien a évolué, on n'a pas la même amitié qu'avant, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui, à vie, aura une place prépondérante dans mon écosystème, avec qui j'ai témoigné beaucoup d'admiration, de respect, parce que c'est vraiment une aventure commune. Et voilà, c'est que cette aventure n'a pas... il y a tellement de cas de figure où des associés se tapent dessus très vite. On nous l'avait dit, hein. Surtout, faites pas ça. Moi, je ne pouvais pas imaginer monter un business sans que ça soit avec l'un de mes meilleurs amis, parce que dans la vie, je préfère partager avec des gens que j'apprécie, que je connais, que j'aime. Et donc, ça a été comme une des satisfactions, c'est qu'en 15 ans, après 15 ans, la relation a évolué, mais elle reste forte et respectueuse. Mais au plan amical, divorce réussi professionnellement. Parfaitement réussi, parce qu'on a pris des trajectoires totalement séparation différentes. Réussie, sans médiation. Voilà, sans médiation, mais exactement, mais il n'y avait pas matière à médiation, mais on a toutes les relations vivent et évoluent, et la nôtre est aujourd'hui différente, mais j'en suis très content. Alors, on a parlé de la médiation familiale, mais vous êtes quand même un homme de projet, vous avez pas mal de cordes à votre arc. Il y a d'autres projets dont vous pouvez nous parler des projets, moi je suis là dans cette période de jachère
j'avais ce gros morceau d'étudiant en médiation familiale pour avoir ce diplôme d'État. J'ai fait aussi pas mal d'investissements parce que, voilà, quand on a été médiatisé, qu'on a, comme on dit, fait une exit en ayant fait une plus-value, on est beaucoup sollicité et je trouve que même si c'est pas mon métier, même si moi je ne suis pas investisseur, c'est pas mon métier. En fait, l'argent que vous avez gagné, vous le réinvestissez. Voilà, on le réinvestit dans l'économie, on le réinvestit parce qu'on est sollicité par plein d'entrepreneurs qui montent leur business. Et donc, je trouve que ça fait partie aussi du job de redonner un coup de main à ceux qui entreprennent. Et moi, je me souviendrai toujours que quand on a démarré dans les années 2000, j'avais écrit à quelques entrepreneurs mythiques pour moi. À l'époque, il y avait Philippe Bloch qui avait monté Columbus Café, il y avait nos amis Xavier Niel de Free, il y avait Jacques-Antoine Grandjean de vente privée. Et j'ai toujours été frappé de voir à quel point il y avait une forme de solidarité très forte entre entrepreneurs. C'était des entrepreneurs qui ont fait des choses 1000 fois plus impressionnantes que ce que nous on a fait. Et surtout à l'époque, on était personne et qu'on a toujours eu, je trouve, cette solidarité, cette bienveillance. Et que moi, quand je reçois des dossiers, ça faisait partie du job. Que pour ceux auxquels je crois, parce que c'est aussi apprendre à dire non et dire attention, j'ai pas parole divine, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le schmilblick. Et donc moi j'ai pas mal investi, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier. Je ne suis pas investisseur. Voilà, donc j'ai fait beaucoup ça. Je vous l'ai dit, je me suis beaucoup occupé de ma famille. On va reparler de tout ça. Voilà. Mais chose concrète, ça vous avez là pour après ou pour maintenant? Pour après. On en reparlera peut-être. Pour après. On va peut-être en reparler dans la deuxième partie. Je vous propose la deuxième partie de l'émission où je vais justement me retirer. Vous allez voir, on va assez naturellement poursuivre. Je vais vous proposer 4 mots. Le premier, on est quasiment en train d'en parler en ce moment. À vous de nous les éclairer. Et voilà. Ça vous va? Parfait. Augustin, à tout de suite. Merci beaucoup. Alors Augustin, ça va bien depuis tout à l'heure? Parfait, super. On va enchaîner sur un mot que vous connaissez bien, on vient d'en parler. Le mot entrepreneur est le premier mot que je vous propose. Entrepreneur, donc c'est un des rares mots qu'en anglais on nous prend à la langue française. Et il a souvent été réducteur, je trouve, au domaine, en tout cas réservé au domaine économique. Et nous, on l'avait pas mal développé dans l'aventure Michel Augustin, dans le sens où c'est entrepreneur dans sa vie, de sa vie et dans la vie. C'est-à-dire que je crois profondément, c'est un peu la parabole des talents, c'est qu'as-tu fait de tes talents? Et je crois que chacun d'entre nous avons des talents exceptionnels. Faut-il encore les connaître? C'est-à-dire qu'il faut souvent multiplier les expériences pour apprendre à se connaître et identifier ses talents, et en parallèle de bien comprendre le terreau dans lequel on peut entreprendre. Donc pour moi, c'est vraiment un mot, un très très beau mot, mais qu'il ne faut pas cantonner à la sphère économique. C'est vraiment entreprendre sa vie. C'est-à-dire déployer ses talents dans le bon terreau pour en massifier l'impact. Est-ce qu'on est entrepreneur? Moi, je pense que nous sommes tous entrepreneurs. Faut-il encore avoir le bon niveau de discernement? Moi, je trouve que le mot discernement, c'est un très beau mot, d'avoir un peu de recul sur qui nous sommes, ce que nous sommes, quel est le sens de nos vies. Alors, je sais bien que on a beaucoup de chance et que beaucoup de gens sont dans une forme d'urgence vitale et n'ont même pas le temps de se préoccuper de ces éléments-là. Mais je pense qu'on est tous, au fond de soi, entrepreneurs de sa vie. On devient aussi entrepreneur. Il faut avoir peut-être un désir au départ, une envie, une passion. Ça, c'est un mot que vous utilisez aussi souvent. Oui, la passion, c'est l'engagement, c'est engagez-vous, c'est quelles sont les choses qui vous interpellent, quels sont les combats que vous avez envie de mener, quels sont les filets que vous avez envie de jeter.
Voilà, moi je pense que voilà, on a tous un rôle à jouer et que la passion permet de le jouer avec bonheur, avec gourmandise, avec impact. Donc moi, oui, j'apprécie les personnes passionnées. Passionné ne veut pas dire exubérant, ne veut pas dire excité. C'est des gens qui sont habités d'une mission qu'ils ont envie de réaliser en étant sur Terre. Très tôt, vous avez quand même eu cette passion et cette envie d'entreprendre en sortant aussi de votre histoire familiale, peut-être. Ouais, j'en reparlais encore ce week-end et avec des copains et je trouve que moi j'ai eu besoin par rapport à une histoire familiale qui était d'entrepreneur plutôt dans le domaine de la finance sur plusieurs générations. Moi je suis très admiratif des personnes qui acceptent d'être des héritiers, c'est-à-dire de s'inscrire dans un projet qui les dépasse complètement et d'être simplement un des maillons d'une belle histoire. Il y a des héritiers qui réussissent, d'autres qui réussissent moins, mais en tout cas, ils ont pris le risque d'endosser. J'écoutais ce matin sur Radio Classique l'interview d'Antoine Arnaud et de Bernard Arnault. Je trouve que pour des enfants, d'assumer leur métier d'héritier, honnêtement, je trouve que c'est courageux. C'est aussi une forme d'abnégation et d'humilité. Et j'en suis assez... Et moi, je n'ai pas été capable, parce que ce n'était pas du tout mon talent, la finance. Et que aussi, je pense que pour des questions de confiance en soi, de reconnaissance, j'ai eu besoin de créer ma propre aventure. Et c'est aussi un peu égocentrique. Voilà, donc c'est toujours pourquoi. Moi, la question que je me pose, c'est tout ça, pourquoi ? Mais c'est clair que moi, je me suis réalisé, après une phase de questionnement, en dehors de l'histoire entrepreneuriale familiale, en faisant un truc qui était totalement surréaliste à l'époque, et même dans nos milieux, de commencer chez soi avec un copain de lycée à faire des petits biscuits de Noël dans son appart et de faire du porte-à-porte avec des caddies roses pour le vendre dans le 18e. C'est clair que c'était même avec du recul, c'était totalement surréaliste, hein, cette histoire. En même temps, vous êtes quand même un héritier qui portait un nom d'une lignée, Palluel-Marmont. Mais vous êtes fait un prénom, Augustin. Quel est votre rapport à la finance, à l'argent ? Mon rapport à la finance, il est proche de zéro. C'est-à-dire, je me souviens d'avoir fait un stage dans la finance pour tester un peu ce terreau-là, comme on le disait tout à l'heure. Dans quel terreau suis-je bon pour exprimer mes talents ? Et je peux vous dire que j'ai fait un stage à l'époque, je crois que c'était Paribas, à Londres. J'ai compris qu'en une demi-heure, que c'était pas du tout fait pour moi. Et pourtant, j'y suis resté 3 mois et je peux vous dire que ça a été laborieux. Voilà, donc moi, je sais compter, je sais lire des chiffres, mais c'est vraiment pas du tout ce n'est pas mon talent de manier les chiffres. Vous avez failli dire ADN. C'est un peu dans votre ADN. Non, j'aime pas ce mot-là, il est trop galvaudé. Mais voilà, c'est pas ma sensibilité première, même si c'est important de savoir les lire et de compter. Ce n'est pas mon talent. Et donc la finance, pour moi, c'est vraiment un moyen au service des projets qui m'animent. Et c'est la même chose pour l'argent ? Votre rapport à l'argent ? Moi, j'ai un rapport, je pense, relativement sain avec l'argent, mais en tout cas, c'est ce que je crois. Après, je ne sais pas si c'est la réalité. Moi, sur ces sujets-là, il y a vraiment quelqu'un qui m'interpelle beaucoup, vraiment beaucoup, et je lis régulièrement ses écrits. J'ai la chance de le connaître un peu, sans du tout être intime. C'est, in fine, l'histoire est drôle, parce que c'est cette personne-là qui, à l'époque, a décidé d'acheter l'aventure Michel Augustin. Donc c'est l'ancien CEO de Danone, Emmanuel Faber, qui, je trouve, a vraiment cette sagesse voilà, d'être cohérent, de lutter contre l'accumulation sans limite, d'avoir juste le strict nécessaire pour vivre la vie que l'on veut vivre. Donc voilà, moi, ce sont vraiment des questionnements qui m'animent au quotidien. C'est voilà, de quoi ai-je besoin ? Faut-il accumuler en permanence ? Pourquoi faut-il toujours plus ? Et je trouve qu'Emmanuel Faber est l'une des rares personnes à éclairer de manière pertinente, à la fois par la profondeur de ce qu'il amène et de la cohérence que l'on perçoit entre ce qu'il anime et ce qu'il vit.
Alors, je vais vous proposer mon deuxième mot, et comme il y a des mots que vous aimez bien qui reviennent dans votre discours, le mot jachère notamment, et le mot terreau, je vous propose un mot terrien qui vient de la terre, le mot pain. Ah, le pain, c'est. Donc moi, ça fait appel évidemment à toute l'enfance, hein, quand on allait aux épinettes, dans les boulangeries près de la maison, à acheter quotidiennement le matin. Et la petite histoire, j'aime bien, c'est que celui qui allait acheter la baguette dans la fratrie avait le droit de se mettre devant dans la voiture pour aller à l'école. C'était la reconnaissance de se lever héroïquement avant les autres. Donc c'est ces odeurs, c'est ce contact avec quelqu'un de familier qui était la boulangère ou le boulanger de quartier. Et moi, effectivement, après avoir fait une école de commerce, j'ai voulu, après une première expérience entrepreneuriale qui avait été très douloureuse psychologiquement, une époque où j'étais très fragile, j'ai voulu me ressourcer à l'époque. C'était une forme aussi de jachère. Sans que j'en ai mis le mot, hein, sur cette époque, sur cette période-là, c'était d'apprendre un vrai métier manuel. J'aime bien l'expression de Guy Savoy qui dit le savoir-faire gestuel. Et donc je suis allé en boulangerie. C'est Jean-Christophe qui m'a donné l'idée, après avoir fait le four, d'entreprendre un CAP boulanger et de passer mon diplôme. Moi, j'adore l'ambiance dans les boulangeries. Très tôt le matin, il y a la radio, c'est humide, il fait chaud, il y a le contact sensuel avec la pâte. Et moi, ce qui me fascine dans le pain, c'est que l'odeur aussi. Bonne odeur l'odeur, de pain. bien sûr, l'odeur, un peu de bruit. Et je peux vous dire, hier, j'ai encore acheté un pain chez un tout petit boulanger, meilleur ouvrier de France, près de chez moi, à Boulogne. Et je trouve que c'est quand même un aliment qui a nourri l'humanité, l'histoire, qui peut être exceptionnellement bon, bon visuellement, en arôme, en dégustation organoleptique, et que tout ça, c'est simplement un peu de farine, de la levure, une touche de sel et de l'eau. C'est tout, le pain. Et pourtant, ça a traversé l'humanité, et qu'avec ces ingrédients-là, on peut en faire des variétés infinies. Et voilà, et on avait même écrit à l'époque avec Michel, dans les années 2000, on avait pris une année sabbatique pour écrire un guide sur les meilleures boulangeries de Paris, un peu comme le guide Michelin, mais sur le pain. Et on avait visité individuellement les 1263 boulangeries que comptait à l'époque la capitale. On avait rencontré plus de 400 boulangers. Donc moi, c'est toute une partie de ma vie. Je pense que je suis un très mauvais boulanger. Honnêtement, j'ai mon diplôme de CAP, mais j'en fais plus beaucoup. Et pourtant, c'est un produit qui me fascine et que je consomme vraiment au quotidien, avec des hommes et des femmes qui animent cette filière, qui sont vraiment des passionnés et qui ont un engagement remarquable. Quand on pense au pain, on pense aussi au partage. Et ici, sur KTO, bien sûr, on pense au corps du Christ. Oui, alors moi je ne le voyais pas comme ça du tout. Ouais, pour moi, le pain et le corps du Christ, c'est quand même très très éloigné. Mais je suis d'accord sur le partage, hein. Il y a une très belle boulangerie qui s'appelle Du Pain et des Idées, qui a un de ses produits phares qui s'appelle le pain des amis. Et effectivement, le pain, c'est le partage, c'est la convivialité. Et moi, l'un des plus beaux mots, l'une des plus belles valeurs qui m'anime, hein, c'est l'hospitalité, c'est accueillir l'étranger ou pas, mais accueillir en tout cas chez soi pour partager le pain. Effectivement, c'est un imaginaire de partage, de solidarité, de générosité, d'écoute aussi, d'accueil que je trouve incroyable. Vous-même, vous êtes marié, vous avez 5 enfants, vous êtes catholique ? Je suis marié à l'église ? Je suis marié à l'église avec la même femme avec Victoire depuis 23 ans, je crois. J'ai été élevé dans un terreau catholique et j'ai un rapport à la foi complexe. J'aime bien cette phrase de l'un de mes meilleurs copains qui se trouve être prêtre, mais qui est vraiment un copain qui dit je cherche donc je crois. Et dans cette formulation-là, je peux dire que je crois
Mais voilà, ça m'arrive d'aller à la messe. Mes enfants sont élevés dans la tradition catholique. Je suis engagé dans le mouvement des scouts unitaires de France en tant que chef de groupe avec Victoire. Voilà, donc j'aime la sensibilité catholique, j'aime les chants catholiques, j'aime les moments de recueillement. Je ne sais pas si je crois vraiment, mais en tout cas je crois, parce que je cherche. Parce que vous cherchez. Vous allez à la messe régulièrement? Je vais dire que je vais régulièrement à la messe, mais pas fréquemment. Pas tous les dimanches. Pas tous les dimanches. Mais le corps du Christ, ça vous parle quand même. C'est pas ce qui me parle le plus dans le catholicisme. Bah, ce qui me parle le plus sont les valeurs voilà, de solidarité, de partage, d'attention à l'autre, que je retrouve dans le scoutisme. Moi, j'ai jamais été scout et il se trouve qu'il y a 1 an et demi, Victoire, qui elle avait été scout, avait beaucoup insisté pour qu'on prenne cet engagement, qui est un très bel engagement de chef de groupe d'un groupe scout, des scouts unitaires de France. Donc on a un groupe, nous, d'environ 260 enfants, dont 50 aînés, 160 familles. Ça demande un engagement quand même phénoménal au service de notre jeunesse. Et donc, voilà, le scoutisme, un des grands principes, c'est le plus fort protège le plus faible, c'est l'aventure, c'est la simplicité des moyens. Donc moi, je me retrouve dans beaucoup de valeurs catholiques, sans savoir vraiment si je le suis, mais même si j'espère au fond de moi l'être un peu. Alors, après le mot pain, en évoquant un petit peu l'Eucharistie, je vous propose le 3e mot, c'est le mot différence. Différence, la différence, vivons-la comme une chance. Voilà, je me souviens d'avoir déjeuné à la bananerie à l'époque. On avait la joie de recevoir des grandes personnalités à la bananerie qui étaient nos bureaux, Michel Augustin. Et je me souviens des déjeuners qu'on avait eu avec l'ancien président de la République, il n'était plus à l'époque, qui était Nicolas Sarkozy. On a reçu des politiciens de tous bords, et qui nous avaient dit, mais moi je pense que la devise de l'État français devait être liberté, différence, fraternité. Et voilà, moi c'est un mot qui m'anime, parce que je pense que vraiment la richesse vient de nos différences. Et je pense que aussi, si vous avez choisi ce mot-là, c'est que ça résonne évidemment particulièrement dans ma petite histoire familiale, dans le sens où, à la naissance de notre 4e enfant, de manière totalement par surprise, on ne s'y attendait absolument pas. Notre 4e enfant, on a découvert à sa naissance, c'est-à-dire le 15 mai 2008, qu'elle était porteuse de trisomie 21 et qu'on vit, après le tsunami de la découverte de l'annonce, on vit effectivement en famille, avec nos amis, une différence fondamentale au quotidien. Donc c'est un mot que je trouve extrêmement riche. Et cette différence, qui a aussi peut-être été une épreuve, elle vous a amené beaucoup de leçons de vie et de joie, sans doute. Ça a changé, ça a bouleversé votre vie? Oui, évidemment, c'est un événement, quand on y est, nous, c'était pas une décision, ça n'a pas été une décision, ça a été un fait, on n'y était absolument pas préparé, même si, voilà, on a souvent tous autour de soi des personnes qu'on connaît dans nos familles élargies ou dans les copains, des personnes en situation de handicap. Il se trouve que moi, j'avais travaillé 2 mois pour une personne en situation de très grave handicap aux États-Unis pendant un job étudiant. Donc à la fois, moi j'étais familier, mais quand ça vous arrive et que ça vous impacte au plus profond de vous, ça a été, le choc, c'est un trauma, c'est un choc d'une violence inouïe. Et rétrospectivement, on se dit même, mais en fait, pourquoi j'ai été si choqué, traumatisé
par cette annonce-là, par la violence de l'annonce. Et je crois qu'on ne peut pas annoncer quelque chose comme ça de manière réussie, parce que forcément, c'est un tsunami. Et évidemment que nous, on la vit au quotidien, donc c'est laborieux, c'est une vie, je dis, ma grande Sarah, elle a 14 ans, comme s'il avait de la colle sur les semelles de sa vie, c'est-à-dire qu'elle fait tout plus lentement et moins bien que les autres, selon les critères standards de notre société. Mais effectivement, voilà, pour moi, je vois son intelligence de cœur, son affection, son envie de découvrir le monde par elle-même, sa joie de vivre. Voilà, c'est un bonheur que je ne souhaite à personne. Voilà, mais c'est sûr que ça a transformé nos vies, celles de ses frères et sœurs, celles de nos amis aussi, parce qu'on a la chance d'être extrêmement bien entourés, et que je pense que l'une des choses qui fait qu'on porte cette histoire de manière in fine très positive, c'est que on ne l'a jamais gardé pour nous, c'est-à-dire qu'on a toujours dit clairement, fait appel aux uns aux autres quand on avait besoin d'aide, quand c'était trop dur. Elle a été, après, comme beaucoup d'enfants trisomiques, elle a eu des complexités cardiaques, des opérations lourdes et tout. Mais aujourd'hui, c'est une petite fille de 14 ans qui va super bien. Et moi, je sais qu'on est aussi très privilégiés dans nos milieux, vivant à Paris, mais je suis admiratif de l'écosystème étatique qui est mis en place pour les enfants handicapés. Je vois le personnel qu'on a, le corps professoral à l'école, dans les CESAD, son chauffeur matin et soir, des personnalités passionnées. Il se trouve qu'hier, je suis tombé par hasard, je ne regarde jamais à la télé, mais je suis retombé sur ce film Hors Normes, qui est passé hier soir à la téloche, que j'avais vu au cinéma. Honnêtement, c'est bouleversant et toutes ces personnes-là sont admirables. Parce qu'ils font ça avec engagement, avec passion. Donc voilà, moi c'est une histoire. La différence est un mot qui nous est très important. Vous savez voilà. que le général de Gaulle a vécu la même histoire. Oui. Il surnommait sa petite fille trisomique Ma Joie. Voilà, moi ça, je savais que le général de Gaulle avait, je crois que c'est Anne de mémoire. Non, Anne, je ne sais plus comment s'appelle sa fille. Anne, non, je ne sais plus comment s'appelle sa fille. Mais il y a cette fameuse photo où on le voit avec sa fille. Et voilà, moi, c'est un immense bonheur que je ne souhaite à personne. Et une autre phrase que j'aime bien, qui dit on ne choisit pas toujours tout dans la vie, mais en tout cas, on choisit toujours la façon dont on vit les choses. Et Sarah nous aura apporté effectivement une trajectoire de vie radicalement différente et je pense extrêmement riche. Voilà, moi je dis c'est ma boussole du quotidien pour m'aider à mieux discerner, à être certain que ce qui m'occupe en vaille vraiment la peine et de toujours être le plus cohérent possible entre ce à quoi j'aspire et l'allocation de mes ressources. Donc pour moi, c'est ma boussole, vraiment la boussole quotidienne. Je vois matin et soir, quand on la réveille, quand on la couche, à la fois la fragilité humaine et aussi le bonheur humain. Elle s'appelait bien Anne. Anne et Sarah, des boussoles. Voici le 4e mot, qui s'enchaîne bien avec les précédents, je crois, puisque c'est un mot que vous aimez bien, le mot ensemble. Ensemble. Ensemble, parce que la vie est plus belle quand on la vit ensemble, quand on la partage. Ensemble, on va plus loin, seul, on va nulle part. C'est extrait de l'interview que vous avez donnée dans le hors-série de Panorama. Toute ma vie a été jalonnée de personnes clés qui m'ont aidé à traverser les épreuves. Donc toujours ce mot ensemble qui revient beaucoup dans cette interview. Oui, je crois beaucoup au lien, je crois beaucoup à la transmission, je crois beaucoup à l'attention de l'un vers l'autre. Et effectivement, je suis que la somme de petits bouts de gens qui m'entourent
et chez qui je prends beaucoup. Voilà, moi, c'est effectivement, seul, je ne vais nulle part. C'est pour ça, je l'ai dit, dans ma vie perso, j'ai décidé de me marier jeune, j'avais 23 ans. J'ai décidé de m'associer avec un ami parce que voilà, le partage, l'hospitalité, la convivialité, et je crois que c'est aussi notre job de faire des ponts entre les uns et les autres. Et c'est l'un de mes talents d'arriver à ce que des personnes, à réunir des personnes pour qu'après elles portent leur propre histoire d'amitié, de rencontre. Voilà, le mot ensemble, voilà, c'est un mot qui m'anime beaucoup. Voilà. Et ensemble au sens, voilà, moi j'aime bien aussi de dire que soyons exigeants dans nos relations, parce que le monde dans lequel on vit fait qu'on peut passer beaucoup de temps à parler de choses futiles et d'avoir l'exigence d'aller au fond des choses, de poser des questions qui de temps en temps peuvent un peu déranger. Voilà, c'est comment vas-tu vraiment? Comment vas-tu vraiment? Quelle est ton histoire? C'est le vrai ensemble. On a la chance avec Victoire d'avoir un terreau amical qui nous convient bien, qui est assez riche, mais vraiment profond, et que c'est voilà, comment vas-tu vraiment, quelle est ton histoire, pour pas que le ensemble se limite à une forme de superficialité sociale. Vous aimez le lien et créer du lien, petite incise et petit clin d'œil. Vous avez beaucoup de liens autour de votre poignet. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est un peu la régression de l'homme qui arrive à la cinquantaine. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est assez hétéroclite. J'adore Solidès, parce que je suis voisin de Solidès qui a lieu à l'hippodrome de Longchamp, parce que c'est la diversité, c'est la modernité, c'est la jeunesse, c'est la convivialité aussi. C'est ensemble. C'est ensemble, et j'aime beaucoup. J'en ai un qui est le Frat. Le FRAT 2018, je crois, le mouvement FRAT que j'aime beaucoup, qui est ce grand pèlerinage de collégiens ou de lycéens d'Île-de-France que j'ai fait quand j'étais jeune et que j'ai fait aussi en tant qu'accompagnant. J'ai un truc sur Ignace qui était l'anniversaire d'Ignace de Loyola, ce grand rassemblement à Marseille l'année dernière. J'ai un truc de copain qui est une marche annuelle qu'on fait pendant 3-4 jours en famille dans des refuges dans les Alpes, parce que j'adore, moi ce que je préfère dans la vie c'est marcher en montagne. Voilà, donc, et aussi une petite croix qui vient du monastère de la Paix-Dieu, Cabanoul dans les Cévennes, où j'ai la chance d'avoir un ermitage. Voilà, donc c'est un peu ce que j'aime, c'est l'amitié, c'est la recherche, et c'est aussi la fête avec Solidès. Donc c'est le ensemble et dans sa pluralité. C'est ce qu'on voit, beaucoup de liens en effet. Cette petite croix et ce dont vous parliez dans les Cévennes, vous y allez souvent ? Alors oui, moi j'ai une histoire familiale parce que ma mère était protestante et mes grands-parents étaient protestants du village d'Anduze à l'entrée des Cévennes. Et il se trouve que j'y passais l'été, tous les étés jeunes, le mois d'août, là-bas à jouer dans la rivière et à crapahuter dans les Cévennes. Et qu'un peu par hasard, j'ai eu la joie et l'opportunité d'acquérir un ermitage au sommet d'un petit mont dans les Cévennes où il y a une vue époustouflante. C'est comme un peu une île au-dessus des Cévennes. Et donc on y va assez régulièrement avec Victoire, les enfants et des copains. Et il se trouve que ce monastère de la Paix-Dieu est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de Saint-Jean-du-Gard, où j'ai la chance d'habiter un peu. Toujours des liens avec les protestants ? Oui, moi j'ai pas mal de copains protestants, puis on a au pied de chez nous le musée du désert qui retrace l'histoire du protestantisme en France. Voilà, donc les Cévennes étant une terre protestante évidemment. Et moi, ce que j'aime dans ces lieux-là aussi, moi j'adore la ville, j'adore le lien social, j'adore l'exubérance, l'énergie. J'ai eu la chance de vivre 2 années à New York et on a adoré. Mais ce que j'aime aussi, c'est avoir des grands moments,
notamment pendant les vacances, de rupture de rythme complet et de justement d'aller là où il n'y a personne, que ce soit dans le Beaufortin, que ce soit dans les Cévennes, que ce soit en Seine-Maritime, près de Fécamp, pour vraiment se ressourcer, être avec la nature seul ou ensemble. Et j'ai besoin, moi, vraiment de ces temps de respiration longs. Et pourtant, j'adore la vie à Paris et en ville. Pour revenir sur le protestantisme et le catholicisme, étant donné que vous êtes un peu des deux, même si vous êtes plus catholique, vous sentez plus quoi, vous ? Je me sens humaniste avant tout. Je ne rentre pas dans ces sujets voilà. Après, moi, j'ai été élevé que dans la religion catholique, pas du tout dans le protestantisme. Et donc, j'ai un très bon couple d'amis qui est protestant, dont je suis parrain de l'un des enfants. Voilà, donc ça m'arrive d'aller au temple pour les accompagner. Moi, j'ai ma sensibilité première, le catholicisme, mais voilà, dans une dynamique d'ouverture complet. Hein. Eh bien, je vais revenir auprès de vous pour la dernière partie de cette émission. Merci beaucoup, Augustin. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Augustin, joli prénom, le nom d'un saint, D'un saint, oui. Saint-Augustin, Ouais, c'est un beau prénom. que vous connaissez bien, Non, je ne connais pas bien, mais... né en Algérie. Oui, je sais. Mais et surtout, je trouve que c'est un prénom qui sonne bien. Et à l'époque, c'était un prénom qui était singulier, qu'il est moins aujourd'hui, hein, quand on regarde le nombre d'occurrences. Hein, il y a plus d'Augustin aujourd'hui, oui. Et ça définit... Moi, souvent chez les convertis, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Et il y a toujours une forme de... c'est un prénom qui était rare, et j'aime bien le mot singularité aussi. J'ai toujours essayé de construire un parcours singulier. Quand on parlait de ma fille tout à l'heure, un de mes très bons amis m'a dit mais c'est normal que ça soit sur toi que ça tombe, parce que ça fait partie de ta singularité et ta ligne de vie. Mais voilà, c'est un beau prénom, mais qui est moins beau que Michel. Qui vient Voilà, après évidemment, Michel. quand on pense à Augustin, on pense aussi à Michel, un archange, là, Ouais. pour le coup. Saint-Augustin et l'archange Michel. Parmi les mots que je vous ai proposés, il y en a un qui vous a plus inspiré que les autres ou pas ? Non, tous, parce que je les aime tous, le ensemble, la différence, l'entrepreneuriat, la passion, l'hospitalité. Voilà, les mots me forcent à raisonner beaucoup. Et peut-être que le plus global, c'est la thématique de l'entrepreneuriat, de cette découverte des talents, du terreau dans lequel on peut les exprimer pour réaliser pleinement ses talents. Hein. Qu'as-tu fait de tes talents ? Donc voilà, c'est peut-être le mot que je retiendrai, le mot entrepreneur au sens large, et pas ne pas le réduire à la thématique économique. J'aurais aussi pu choisir le mot médiation, médiateur. Oui, alors qui est un mot qui n'est pas du tout la notion de médiateur. Moi, je suis frappé quand autour de moi, ça s'est su que je faisais des études de médiation. Les gens ne retiennent même pas le mot de médiateur. Ils comprennent coach, thérapeute, conseiller, conjugal. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un métier vraiment d'avenir. J'aime bien cette idée de dire ne laissez pas les conflits s'installer dans vos vies. Et donc, le mot médiateur, c'est vraiment apaiser les liens et d'amener les personnes à trouver des solutions par eux-mêmes sans s'affronter sur le plan judiciaire. C'est vraiment d'apaiser les liens. Et rappelez-vous, c'est le monde, la qualité du monde dans lequel on est dépend de la qualité de nos relations. Et c'est quand même très, très, très vrai. Donc bientôt médiateur. J'espère. À temps partiel, c'est vrai qu'on en parlait au début de l'émission. Ouais, à temps partiel. On a commencé à parler des projets et on n'a pas trop creusé le terreau. Non, parce que j'étudie. Ouais. Je vais travailler de nouveau à partir de 2023. Et c'est un peu le syndrome aussi donc du gars qui a écrit un bouquin qui s'est bien vendu. Oui. Mais une nouvelle aventure à la Michel et Augustin, ce serait possible ça ou...
ou non? Non, ça sera très différent parce que je vois à quel point je suis différent, à quel point ce qui m'animait m'anime très différemment, que le monde a évidemment changé. Et les gros sujets, c'est comme on a quand même un niveau d'exigence qui s'est accru parce que moi j'ai bientôt 40, j'ai 47 ans, voilà, on voit la vie différemment et c'est vraiment aussi la quête de sens. C'est le pouvoir de l'action. Il y a un moment, il faut se mettre en mouvement et c'est ça qui va faire avancer les choses. Mais là, aujourd'hui, sur la table, j'ai une dizaine de projets dans le domaine économique, dans le domaine associatif, dans le domaine politique aussi. Donc, j'ai plein d'options à travailler sur la table et à partir peut-être pas le 1er, mais le 2 janvier, on verra en fonction de ce que je travaille, des rencontres. Je crois beaucoup aussi à l'alchimie des rencontres, de provoquer les rencontres, de s'intéresser à l'autre, de voir où est-ce que tout ça va m'amener. Mais oui, la route n'est pas tracée pour le moment. Non, pas du tout. J'ai une dizaine d'options. Je vous dis économique, associatif et politique. Et on verra bien où j'atterris. Et ça peut être tout en même temps? Non. Alors ça, c'est un des trucs que j'ai appris, c'est que... L'un après l'autre. Oui, ça, j'ai appris une des choses, c'est que pour aller loin ensemble, il faut faire peu de choses et les faire très bien. Donc moi, c'est focus, 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 en tout cas de manière séquentielle. Donc je vais réfléchir à plein de choses, je vais décider et je pense que je partirai sur un projet, mais avec une quête de sens qui est très importante. Donc je réfléchis beaucoup sur le sens de toutes ces options-là et le sens concret de toutes ces options-là. Bon, on vous réinvitera. Peut-être. Peut-être, pour savoir quelle option vous avez choisie. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Augustin Paluel-Marmont, merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur le replay ktotv.com. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.